Hervé Pillot, Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes les experts agricoles dont on parle en ce moment, chacun dans votre spécialité. Le numérique, pour vous, Hervé Pillot, vous venez d'écrire un ouvrage sur ce thème que l'on voit s'afficher à l'écran derrière. Pour vous, Jean-Marie Serroni, l'économie, avec le livre que l'on voit s'afficher à l'écran, L'agriculture française, une diva à réveiller, avec un point d'interrogation. Hervé Pillot, vous êtes éleveur en Vendée, vous êtes également secrétaire général de la Chambre d'agriculture, du même nom, mais surtout pratiquant et observateur attentif de la chose numérique en agriculture. Quant à vous, Jean-Marie Serroni, vous êtes agroéconomiste, ancien directeur d'un important centre de gestion, mais aussi de la cellule veille et prospective de CER France, qui est en quelque sorte l'Association nationale des centres de gestion. Hervé Pillot, je vais commencer par vous. Les smartphones, les tablettes, les échanges sur Internet font partie bien sûr de notre quotidien et du quotidien des agriculteurs aujourd'hui, mais vous allez dans votre ouvrage jusqu'à parler de changement de civilisation. C'est un mot extrêmement fort. Est-ce que vous pouvez l'expliciter un petit peu ? Oui, vous avez cité les outils, je pense que c'est l'usage qui compte beaucoup et ces outils-là ouvrent un énorme champ des possibles. À partir de ce qu'on peut faire. Le dernier changement qu'on a pu voir d'une telle nature, c'est l'arrivée de l'imprimerie qui avait permis déjà d'agréger beaucoup plus de données que ce qu'on pouvait avoir avant. C'est sans aucune commune mesure avec ce qu'on va avoir avec le numérique. On parle beaucoup actuellement de big data, d'échange de données. C'en est un élément. L'autre élément, c'est la capacité aux gens à converser entre eux. Et ça va être de plus en plus prégnant en agriculture comme ailleurs, où jusqu'ici on avait une information, une communication qui était très descendante. Là actuellement elle est à la fois descendante et montante, et on est un certain nombre, de plus en plus, au milieu de nos champs, à nous en servir, à pouvoir communiquer. Ça nous ouvre beaucoup de possibilités avec le consommateur, avec les citoyens. C'est un élément. Il y a trois mots forts qui pour moi seront des vraies valeurs économiques demain, qui sont la transparence. On le voit actuellement avec Volkswagen. Volkswagen, malheureusement, depuis quelque temps, n'a pas eu toute cette transparence. Ils en pâtissent. C'est la confiance et c'est la bienveillance. Et jusqu'ici, c'était pas des valeurs économiques, ça va en devenir demain. Et ces choses-là, notamment devenant des valeurs économiques, je pense qu'on peut aller jusqu'à parler dans le temps d'un changement de civilisation, mais ça se fera pas en 5 ans, en 10 ans, d'ailleurs, je sais pas dans combien de temps. Alors, en quoi le numérique va booster ces valeurs économiques dont vous parlez, donc la transparence, la confiance et la bienveillance ? Parce que je vous ai parlé pour ce qui est de la transparence par la communication qui permet, vous savez, il y a un adage qui dit on peut tromper quelqu'un tout le temps, on peut tromper tout le monde une fois, mais on peut pas tromper tout le monde tout le temps. Là, c'est parfaitement le cas. Quelqu'un qui sur des réseaux sociaux va dire une bêtise, il s'en dit beaucoup, hein. Mais ça va pouvoir le dire une fois, il va automatiquement être pris par quelqu'un qui aura la vérité. Donc c'est une véritable transparence. Après, je pense que, contrairement à ce que beaucoup pensent, on va pouvoir installer un vrai climat de confiance lié à cette transparence. Et ça, c'est des valeurs qui n'ont plus cours actuellement. On vit dans un monde de défiance, et de plus en plus. Et on vit dans un monde de plus en plus individualiste. Et ça, ce n'est pas dû au numérique. Je pense notamment que ça va être le numérique qui va permettre le contraire. Pour ce qui nous concerne, nous, agriculteurs, il y a beaucoup de fantasmes autour de notre métier, de la part du consommateur, de la part du citoyen. On est en capacité de montrer la réalité. Alors pourquoi il y a ces fantasmes ? Parce que les images qui sont données aux consommateurs partent du supermarché pour l'aliment. Ils savent pas ce qu'il y a derrière. Il y a tout un challenge pour nous de montrer la réalité des choses sans la trafiquer, mais vraiment ce qu'on fait, ce que c'est. Je dis assez souvent que notre métier est beau, il faut qu'on le montre beau parce qu'il y est, et il tient qu'à nous de le faire, et ça le numérique nous le permet. Merci. Jean-Marie Serroni, vous êtes dans votre domaine qui est l'économie, donc l'agroéconomie, assez sévère dans votre ouvrage, en gros avec l'état actuel de la pensée économique de la profession agricole, et vous dites en quelque sorte que le principe de réalité économique va de plus en plus s'imposer dans les filières agricoles. Alors là aussi, qu'est-ce que vous voulez dire par là, et qu'est-ce qui va devoir changer à l'avenir dans ce domaine de l'organisation des filières économiques ? Alors, quand je suis, comme vous disiez, acerbe ou critique, ça s'appuie sur des faits. C'est-à-dire que l'agriculture française est une agriculture les plus puissantes au monde et qui aujourd'hui perd du terrain de manière relative. Donc la question que je me suis posée dans ce petit essai, c'est de savoir d'où ça vient et surtout comment évoluer. Il me semble que le monde agricole
et quand je dis le monde agricole, c'est l'ensemble des parties prenantes de l'agriculture. Et la notion de l'ensemble des parties prenantes est une donnée, me semble-t-il, essentielle. Ce n'est pas uniquement les producteurs, et parmi les producteurs, un courant de pensée. C'est l'ensemble des parties prenantes. Je crois qu'on a quatre grands défis. Tout le monde l'a constaté, c'est la variabilité des prix, dont il faut comprendre que c'est une situation normale, ce n'est pas une situation exceptionnelle. Et durable. Et durable. Ça provient à la fois d'une hausse régulière de la demande, c'est une extraordinaire nouvelle pour les... Enfin, c'est pas nouveau, mais c'est une extraordinaire donnée pour les agriculteurs d'être sur un marché en croissance. Et d'autre part, une dérégulation et une ouverture des marchés. Or, on a une période un petit peu plus difficile tout de suite. On a toujours tendance à se replier dans une période plus difficile. N'oublions pas qu'une céréale française sur 2 à peu près est exportée et 4 litres de lait sur 10. Donc l'idée de refermer les frontières n'a aucun sens au plan économique. Et cette variabilité, l'économiste que je suis dit, mais c'est quelque part, regardons la situation réelle. Depuis 5 ou 6 ans, en moyenne, le revenu des agriculteurs a augmenté. On est dans une situation plus favorable qu'avant. Est-ce qu'il vaut mieux une situation constante, médiocre, ou une situation plutôt bonne, mais avec certains moments bas? Et je pense, pour les exploitations agricoles, ce monde étant de plus en plus complexe, ils ne peuvent pas agir seuls. Donc il faut qu'ils travaillent avec des partenaires et avec des alliances entre agriculteurs. Parce qu'on ne peut pas être bon partout. Alors justement, Hervé Pillot, Jean-Marie Serroni fait la bonne transition, travailler ensemble. Donc on n'a pas encore prononcé ce mot-clé dans le numérique de la collaboration, du collaboratif. Comment est-ce que le numérique va permettre aux agriculteurs, selon vous, de s'émanciper? C'est un autre concept fort de votre ouvrage, tout en collaborant toujours autant entre eux, tout en gardant leurs organisations économiques. Comment vous voyez ça, quoi? Paradoxalement, par rapport à ce que beaucoup de gens pensent, je pense qu'on ne va pas vers l'individualisme, je pense qu'on est en train de le quitter au profit d'une véritable économie collaborative. C'est peut-être moins prégnant en agriculture, pourquoi? Parce que l'émancipation de l'agriculture dans les années 50-60, c'est fait par le collaboratif déjà. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a épousé le taylorisme, qui est l'apologie de l'individualisme dans les années 90, quand tout le monde penser ou commencer peut-être à voir autre chose. Je pense qu'il faut qu'on revienne à nos fondamentaux, mais qu'on n'y revienne pas par nostalgie, qu'on y revienne avec les outils nouveaux. Et les réseaux sociaux, par exemple, c'est une forme de collaboration. Un échange entre agriculteurs peut se faire de cette façon-là. Envoyer des photos de son champ à son technicien via Facebook, il y a des moyens de le faire, c'est très simple, ça coûte rien, ça permet d'échanger. Il y a toute une chose à inventer qui est très simple. Il faut aller dans les choses très naturelles pour le faire, et après ça va générer d'autres demandes, ça va générer une demande de conseil, ça va générer des choses comme ça, où on va rentrer dans cette économie collaborative. Et où il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici, la collaboration qui se faisait en agriculture se faisait très fermée sur notre microcosme agricole. Là, on est ouvert à la multitude, on se doit de s'ouvrir à la multitude. Tout le monde a un avis sur notre métier actuellement. Je pense qu'il ne faut pas s'en offusquer. Il faut plutôt se réjouir et dire vous avez un avis sur notre métier, banco, venez le faire avec nous, pas nous dire comment faire. Ça, il y a des diseux, il y en a beaucoup. Mais faire, apportez vos compétences. Et donc cette économie collaborative se crée à partir de ça. Et on le voit, même en agriculture, un certain nombre de choses arriver. Les plateformes de crowdfunding, de financement par la foule. On en a quelques-unes, particulièrement une qui s'appelle Mimosa, qui est ici, où nous, au village, qui permet de finir le financement d'exploitations agricoles par des consommateurs, par des citoyens, qui vont avoir en échange un retour qui ne sera pas que financier, mais qui va les satisfaire par on rentre dans un nouveau type de financement. On va rentrer demain dans un financement à l'usage, plus qu'à la propriété, et ça c'est le numérique qui le permet. Pourquoi c'est le numérique qui le permet? Parce qu'on pourra gérer cet usage à travers de plateformes d'échange de matériel entre agriculteurs, voire d'échange d'animaux. Jean-Marie a parlé des évolutions dans la génétique. Là aussi, on a beaucoup de collaboratifs qui va se faire. La recherche elle-même demain va se faire. On va parler encore plus demain de Living Lab, de Fab Lab, de Farm Lab peut-être demain, qui va permettre de créer en open source, donc dans un monde ouvert, des nouvelles variétés, des nouvelles souches. Et quand Hervé dit on passe de la propriété à l'usage, qui est quelque part une révolution mentale dans le monde agricole, en termes économiques, ça contribue complètement à rendre plus agile et plus souple l'entreprise agricole,
pour s'adapter à ce monde économique qui bouge de plus en plus vite. Si je ne suis plus propriétaire, je peux m'adapter beaucoup plus vite. Alors venons-en maintenant, si vous voulez bien, aux évolutions prévisibles des marchés. Donc rapprochons-nous du consommateur, hein, finalement, qui est quand même le client in fine de l'agriculteur et de ses organisations. Qu'est-ce que vous voyez venir en termes de segmentation, de nouvelles demandes de la société qui peuvent influer sur l'organisation, encore une fois, des agriculteurs, et dans lequel le numérique, évidemment, intervient aussi? Sur le marché intérieur, sur le marché français, je crois qu'il y a deux tendances, me semble-t-il. Il y a une première tendance, c'est une demande du consommateur d'avoir ce qu'on appelle les circuits courts, mais au sens très large du terme, c'est-à-dire une visibilité directe, physique, sur le marché de plein air avec le commerçant, mais également qui peut être un peu imaginaire par la traçabilité, donc d'avoir un lien direct avec la production, encore une fois physique ou fantasmé, enfin par la communication. Je crois que ça c'est la première tendance. Et la deuxième tendance du consommateur, c'est d'avoir de plus en plus de services incorporés dans le produit. Un autre paradoxe sur la viande bovine, on est aujourd'hui importateur net de viande bovine, on est déficitaire et on ne sait pas quoi faire de nos broutards tout de suite, on n'arrive pas à les vendre. Donc on a quand même un problème majeur d'organisation et d'orientation de la production, là, pour satisfaire le marché intérieur, à tel point qu'aujourd'hui certaines coopératives qui ont des abattoirs sont en train de se poser la question, même plus que de se poser la question, d'être producteurs en direct d'engraissement, puisqu'il n'y a plus assez d'engraissement. Et donc, le numérique ne va pas changer ça, par contre, va permettre d'organiser mieux la chaîne d'approvisionnement. Et là, les coopératives vont se trouver, je pense, comme un fer de lance de ce mouvement. Je pense que... Je ne peux pas contredire Jean-Marie sur ces éléments-là, simplement sur un fait. Je pense que ça peut changer les choses. Ça peut changer les choses. Pourquoi ? Le marché, il est glocal. Et le terme, je l'emploie à dessein, il est à la fois global, le monde est devenu un village, et très local. Et derrière le terme local, ça ne veut pas dire uniquement une proximité en kilomètres. C'est une proximité par plein de moyens. Et il y a 3 éléments dans le marché où le numérique va impacter beaucoup. C'est la prévision du marché. C'est le marketing, l'écoute du consommateur, la satisfaction du consommateur et ce qu'on veut lui proposer. Et puis c'est la logistique. C'est les 3 éléments pour moi qui font le marché. Et là, les données vont nous aider beaucoup. Sur les besoins, les signaux faibles du consommateur, on a des moyens avec le numérique qu'on n'a jamais eu avant pour analyser cet élément-là. On a des moyens pour aller à une offre ciblée, quasiment consommateur par consommateur. Et enfin, maîtriser la logistique, c'est-à-dire optimiser au mieux les déplacements, qu'ils soient très courts et qu'ils soient très longs. Il va y avoir aussi pour cette optimisation des éléments qui nous seront apportés. Et là, où il y a quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est qu'il faut que les agriculteurs, à travers leur coopérative, parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire tout seul, on soit en capacité de maîtriser ces 3 éléments. Mais bien les 3, pas un des 3, les 3. Et actuellement, on ne maîtrise aucun. On ne maîtrise aucun, on n'est pas trop sur la prévision, on n'est pas du tout sur le marketing, c'est la grande distribution qui le fait. Et puis la logistique, moi je suis producteur laitier, mon tank ne m'appartient pas, le camion qui transporte ne m'appartient pas. Et pour terminer, moi je crois qu'en termes économiques, la responsabilité des organisations, c'est de dire la vérité aux agriculteurs sur ce qui se passe. La transparence. La transparence, de donner les clés d'interprétation en réalité, du réel, d'expliquer que par exemple, et on l'a vu avec tout le feuilleton de l'été, que la notion du prix unique, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Que je produis sur le marché domestique ou sur l'export, mon contexte d'entreprise de transformation n'est pas le même, donc le prix ne peut pas être le même. Et dernier élément, en économie, ce sont les prix de revient qui s'adaptent au prix de marché, notamment quand on est sur un marché mondial, et pas le contraire. Hein. Alors, la coopérative peut avoir un rôle de tampon, d'adaptation, de conduite du changement, et un peu un rôle de tampon. Mais il ne faut pas oublier ses fondamentaux. La transparence, ce qu'il faut se dire, ce n'est pas un souhait. C'est quelque chose qui existe. En clair, si on n'y est pas transparent, on a quelques exemples, j'ai cité tout à l'heure Volkswagen, on pourrait parler de la viande de cheval. Quand les gens qui ne sont pas transparents sont automatiquement rattrapés tout de suite par la patrouille. Et à partir de là, après, s'il ne revise pas sa copie, il est mis hors jeu. Et on rentre dans ce monde-là. C'est ça, ce nouveau monde collaboratif.